Bonjour à tous et bienvenue à cette formation de base pour débutants au sujet de Web of Science et également des autres plateformes associées. Nous continuons cette formation aujourd'hui avec le module B. Choisissez la bonne revue pour publier votre recherche. Alors, au cours de ces 5 modules, je vous commentais que nous allions voir ces outils que nous voyons ici. Donc aujourd'hui, comme nous allons parler des revues, nous allons surtout travailler avec Journal Citation Reports. Regardons l'agenda d'aujourd'hui avec 4 chapitres différents et il y a un petit changement. Par rapport à l'agenda que j'avais annoncé initialement, je prévoyais de couvrir EndNote Online, qui est un outil de gestion des références bibliographiques, mais finalement j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui et de me concentrer vraiment sur les revues scientifiques. Donc c'est le planning d'aujourd'hui. Pour les personnes qui s'attendaient à quelque chose sur EndNote Online, ne vous inquiétez pas, à la fin de cette formation, je vous indiquerai où trouver un guide d'utilisateur que j'ai fait cet été qui est parfaitement à jour et si besoin nous pourrons remettre en ligne l'enregistrement du printemps. Il n'y a eu aucun changement par rapport à ça, donc pour que vous puissiez, si vous le désirez, l'utiliser. Donc nous allons commencer par le chapitre 1, le processus de sélection des revues, des livres et des conference proceedings qui appartiennent à la collection principale de Web of Science. Alors, c'est une partie théorique ici, pas une partie pratique. Donc, je rappelle ici ce qu'est Web of Science. Web of Science, ce sont plusieurs bases de données sous un toit Web of Science, et au centre de Web of Science, dans le cœur de la plateforme, il y a une collection, une base de données qu'on appelle Core Collection. Cette collection est composée de différentes revues scientifiques, de livres et de conference proceedings qui ont été sélectionnés par notre équipe éditoriale, celle de notre entreprise qui s'appelle Clarivate, qui ont été sélectionnés en se basant sur des critères de qualité et d'impact. C'est pour ça qu'on ne voit pas tout dans Core Collection, c'est quelque chose que nous désirons. Nous désirons que ce que vous trouvez dans cette collection, dans cette base de données, soit des sources d'informations qui sont fiables. C'est complètement différent de ce qu'on trouve sur Internet ou parfois dans d'autres bases de données où nous pouvons trouver des revues prédatrices. Donc pour nous, c'est très important de faire cette sélection. Et cette sélection, elle est faite pour tout le contenu de la Core Collection. Vous voyez, aujourd'hui à peu près, nous avons plus de 21 000 revues de tous les pays internationaux dans différentes langues, comme nous l'avons vu lors du module A. Et ces revues et ces livres sont multidisciplinaires et ils sont organisés dans ce qu'on appelle différents citation index, indices citationnels. Vous voyez qu'il n'y a pas uniquement que des sciences. Malgré le nom Web of Science, nous avons également des sciences sociales et arts et humanités. Nous avons aussi des revues dans cet aspect-là. Donc si vous voulez plus d'informations au sujet de ces indices, je vous laisse ici un lien pour pouvoir lire précisément la nature de l'organisation des revues ou bien des livres ou bien des conference proceedings dans ces différents indices. Alors, je vous disais que cette sélection, qui est très importante, elle est basée sur des critères de qualité et des critères d'impact. Au total, il y a 24 critères de qualité et 4 critères d'impact, donc ça fait 24 plus 4, 28. Et donc ces critères, on les applique à toute nouvelle demande que nous recevons, que ce soit pour un livre ou pour une revue dans n'importe quelle discipline. En fonction des critères que remplit cette revue, donc il est indispensable de remplir les 28 critères pour pouvoir être dans un des 3 indices primaires. Donc là, c'est des petits logos qu'on a écrits. À droite, vous voyez à quoi ça correspond. L'indice des revues scientifiques, l'indice des revues de sciences sociales, SS, et l'indice des revues Arts et Humanités, AH. Donc SCI, ça veut dire Citation Index. Donc pour les revues qui sont dans ces 3 indices qu'on appelle indices primaires, elles ont rempli les critères d'impact et de qualité, les 28.
Euh, pour les livres et les conference proceedings, ici en bas, on ne regarde que les critères de qualité. Et pour cet indice qu'on a rajouté plus récemment, en 2015, c'est également un indice de revue qui s'appelle Emerging Sources Citation Index. Dans ce cas-là, ce sont des revues de qualité, donc qui remplissent nos 24 critères de qualité, mais qui ne remplissent pas les critères d'impact pour différentes raisons possibles. Soit ce sont des revues qui sont très spécialisées, donc que très peu de personnes lisent par rapport à l'opposé, ce seront des revues multidisciplinaires qui ont beaucoup de lecteurs puisque le langage utilisé est un langage beaucoup plus accessible. Donc si c'est des revues plus spécialisées, plus petites, moins de lecteurs et donc aussi moins de citations. Et c'est ce qu'on appelle l'impact ou l'influence d'une revue. Un autre facteur peut être la langue utilisée. L'anglais est la langue véhiculaire principale pour tout ce qui est recherche. Il y a des revues de qualité dans d'autres langues, mais c'est vrai que c'est un frein pour les lecteurs d'avoir le texte original dans une autre langue. Donc en général, moins de lecteurs et également moins de citations. Donc c'est comme ça qu'on organise les revues dans différents indices avec différents noms. Et essayez de retenir ceci, même si je vais le répéter, pour les revues qui ont un facteur d'impact, qui est un indicateur très utilisé dans le monde académique. Toutes les revues n'ont pas un facteur d'impact. Uniquement les revues qui font partie des indices de sciences et de sciences sociales. Pour l'instant, ce sont uniquement ces revues-là qui ont un facteur d'impact et pas toutes les revues. Donc ne vous étonnez pas de voir des revues dans Web of Science ou bien dans JCR, Journal Citation Report, qui n'ont pas de facteur d'impact, c'est tout à fait normal. Uniquement deux types de revues en ont un. Alors, qui est-ce qui fait cette sélection? Ce sont des personnes, notre équipe éditoriale, qui travaille à temps complet pour notre entreprise, Clarivate. Et lorsqu'elles rentrent dans cette équipe, ces personnes doivent arrêter de publier et doivent laisser leurs activités éditoriales parce qu'il est très important que ces personnes n'aient aucun conflit d'intérêt pour prendre ce genre de décision. Donc c'est très important pour nous d'être complètement neutre au moment de décider quelles sont les revues qui remplissent nos critères et qui vont donc pouvoir faire partie de Web of Science. Alors ça, c'était pour l'introduction par rapport à la sélection de ces revues. Si vous voulez en savoir plus, et peut-être que parmi vous, il y a des éditeurs, donc je vous laisse ici deux liens. Le premier qui est que je vais ouvrir, qui est la page web de notre équipe éditoriale avec toute l'information dont vous avez besoin. Donc là, c'est la page principale et elle est divisée en différents onglets en fonction des revues, des livres ou des conference proceedings. Les facteurs de sélection peuvent être un petit peu différents et les contacts vont être différents. Et là, c'est plus pour tout ce qui est normes et autres. Donc, le lien à cette page est dans ma présentation. Donc, il y restera puisque je la déposerai dans le portail. Je peux même vous le copier ici dans le chat directement. Comme ça, vous pouvez également tout de suite le garder dans vos favoris. Donc il y a énormément d'informations sur cette page, effectivement, donc ça commence toujours par les revues scientifiques. Et si vous voulez envoyer une revue, un livre, un conference proceedings pour évaluation à notre équipe, vous avez ici les différents contacts en fonction de la typologie de ce document. Donc voilà pour la page principale. Nous avons également, il me semble que c'est chaque mois, ma collègue Mireia Guardingo qui fait une séance qui s'appelle Open House. Et la prochaine, j'ai vu qu'elle était demain, je vais également vous laisser le lien. Donc c'est l'occasion de parler, pas à une formatrice, moi je suis formatrice sur l'outil, mais parler à une personne de l'équipe éditoriale qui va répondre à vos questions spécifiques. Donc vous voyez, c'est demain matin, très tôt. En fait, c'est plus fait pour le continent américain. Elle change les créneaux horaires chaque mois. Donc, je vous mets également le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire à la séance de demain. Sinon, sachez que dans notre calendrier de live training, je vais vous mettre le lien également, c'est là où nous avons, donc ces séances sont toujours en anglais. Donc, je vais vous filtrer par anglais et Web of Science.
par exemple, mais vous avez d'autres. Comme ça, si vous ne pouvez pas assister à cette Web of Science Open House Session, ah bah ça y est, nous avons la prochaine qui est ici le 14 décembre. Donc elle a bien tenu compte de mon feedback. Je lui ai dit, s'il te plaît, une fois que la date est passée, mets-nous la prochaine séance. Hier, elle n'y était pas, aujourd'hui, elle y est. C'est parfait. Mireia a bien rempli sa mission. Donc je vous mets ici le lien vers cette page-là pour que vous puissiez trouver. Donc en fait, je m'étais trompée, je pensais que c'était tous les mois et en fait, c'est pas tous les mois, c'est une fois par trimestre puisque la prochaine sera le 14 décembre avec un horaire après-midi en Europe. C'est British Time Zone. Donc voilà, ça c'est pour les éditeurs, pour qu'ils puissent poursuivre avec cette information qui les intéresse plus particulièrement, mais qui n'est pas forcément quelque chose dont ont besoin les utilisateurs. Alors, c'était pour le premier chapitre qui était théorie sur la sélection des revues qui font partie de Web of Science. Maintenant, nous passons à la deuxième partie, Master Journalist as a Free Portal. Pourquoi cette partie? Parce que maintenant, la question que souvent on me pose, c'est où est-ce que je peux trouver une liste de toutes ces revues scientifiques ou qui sont dans Web of Science. Et la réponse est justement ce portail, Master Journalist, qui est un portail public et gratuit. Ok, donc ça, on sort de l'abonnement du Maroc. C'est un portail qui est accessible absolument à tous, donc vous pouvez y accéder de n'importe quel endroit à n'importe quel moment. Comment y accéder? Donc vous voyez ici l'adresse mjlclarivate.com. Je vais cliquer et comme ça, cette page va s'ouvrir. Donc ouvert à tous. Néanmoins, il est nécessaire de créer un compte pour y accéder. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le même compte que vous avez créé pour Web of Science, puisque c'est un compte commun à toutes les plateformes de Clarivate. Donc moi, je vais utiliser mon compte, je vais rentrer, et en créant ce compte, on a accès, oups, ça y est, il m'a reconnu, en fait, avec ma direction IP. En travaillant avec votre compte, vous avez accès à tous les onglets qui sont ici en haut. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez le lire. Donc c'est recommandé pour pouvoir accéder à tout ceci. Alors, commençons par où est-ce que je peux télécharger ces listes de revues. Donc, dans l'onglet Downloads, et vous avez différentes possibilités, les revues de scientifiques, les revues de sciences sociales, les revues d'art et humanité. Vous voyez ici à nouveau les petits logos, la contraction de Arts and Humanities Citation Index, cet autre indice de revues qui n'ont pas de facteur d'impact et qui remplissent uniquement les critères de qualité. Et là, nous avons celles qui ont un facteur d'impact, donc c'est un téléchargement un petit peu différent. Donc ça, c'est pour la Core Collection. Et caché ici derrière la flèche, nous avons également les revues qui font partie d'autres bases de données au cas où vous y aurez accès. Par exemple, Essential Science Indicators, je sais que vous y avez accès. Et les autres, pas forcément, il me semble. Donc sachez ici, mais bon, c'est public, hein, vous pouvez les télécharger quand même. C'est une information que nous rendons accessible à absolument tout le monde puisqu'on nous le demande très souvent. Donc quand vous téléchargez ces listes, vous allez avoir un format qui est un format texte ou CSV, je ne sais plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à ma présentation. J'ai une petite aide pour vous aider à le transformer en Excel. On va faire tout ça de toute façon. Voilà. Alors, voilà, c'est un fichier .csv que vous allez télécharger. Vous voyez ici l'information qu'il va contenir. Pour le transformer en fichier Excel, je vous dis ici comment, c'est en anglais, comment le faire. Ouvrir une feuille Excel vide, aller à Data, From Text CSV, et à partir de là, vous aurez un convertisseur à Excel. Et pour avoir que les chiffres, s'il y en a, soient bien convertis avec les claviers européens et américains qui changent, sélectionnez Data Type Selection Do Not Detect Data Type. Comme ça, les points resteront des points et les virgules des virgules. Dans les claviers américains, c'est totalement différent et ça nous change les données, ce qui est un petit peu embêtant. Donc, je vous laisse ici cette petite aide pour le téléchargement. Et vous avez également dans l'onglet d'à côté, donc l'aide en fait, si vous posez des questions sur Master Journalist. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, puisqu'on y est.
Alors, si je cherche, donc là, c'est pas pour télécharger, c'est plus pour chercher des revues. Alors, j'ai différentes manières de chercher. Je peux faire une requête rapide ici, Search Journals. Vous voyez, ça cherche le titre, l'ISSN ou un mot. Moi, je préfère aller directement dans la page spécifique Search Journals parce que je peux faire cette requête rapide et également appliquer ici différents filtres. Voyons les filtres comment ça marche. C'est un petit peu comme dans Web of Science. Donc la couverture Web of Science, on va avoir à nouveau les différents indices. Et là, ce sont les autres bases de données. Donc je ne vais pas l'utiliser parce que ça risque plus de vous confondre qu'autre chose. Le deuxième, Open Access, ce sont pour... Ah, le texte est un petit peu... Je ne sais pas pourquoi il est un petit peu caché là. Bon, j'arrive pas à le résoudre ça. Bon, je vais me mettre à 100%. Ce sont pour les revues qui font partie de la liste DOAJ, Reviews in Open Access Journals. Donc, je vais appliquer ce filtre. Je veux des revues en accès libre qui ont un facteur d'impact dans la dernière édition. Je vais l'appliquer également. J'ai plein d'autres filtres ici que je peux appliquer, mais je vais maintenant combiner ces deux filtres avec un mot océan, océanographie, des revues qui ont ce mot-là dans leur titre, oui, et j'en ai 11 revues. Donc vous voyez, j'ai appliqué deux filtres qui apparaissent ici et j'ai combiné avec un mot que la requête elle est faite dans le titre. Donc j'en ai 11 et j'ai, comme dans Web of Science, ces petits rectangles qui sont un résumé de chacune de ces revues. Mais je peux ouvrir n'importe quelle revue et voir son profil. Donc je vais ouvrir celle-là, par exemple, Ocean Science, où je vais y arriver, Ocean Sciences. Non, je faudra que je le répète, Ocean Science. Maintenant c'est bon, je l'ai bien dit. Alors, regardons le profil de cette revue dans cette page qui est publique avec uniquement de l'information qui est gratuite et publique. C'est différent de l'autre plateforme qu'on va voir. Et la plupart de cette information provient du portail de cette revue. Donc qu'est-ce qu'on voit d'abord? Information générale, le lien vers l'éditeur, les instructions aux auteurs si vous voulez envoyer votre manuscrit, le temps moyen entre l'envoi du manuscrit et l'acceptation, 38 semaines, c'est quand même beaucoup, mais c'est bon à savoir. Langue primaire, l'anglais, et il y a également la page du site. Elle a démarré en 2004. Cette revue et elle publie 6 fois par an. Donc ce sont des informations utiles à savoir si vous cherchez une revue ou publier. Donc là, on voit à nouveau la couverture, à quels indices elle appartient. Et là, on arrive à une partie de ce profil qui est mi-public, mi-privé. Donc là, en fait, comme je me suis identifiée, je vous rappelle, là, je suis identifiée, j'ai été reconnue comme une utilisatrice qui a accès à Journal Citation Reports et donc j'ai une petite icône verte qui me dit, bah voilà, le facteur d'impact pour 2021, il était de 4.3 et pour 2020, il était de 3.4. Donc je vois cette information parce que je suis identifiée et reconnue comme une utilisatrice de JCR. Si ce n'était pas le cas, cette information n'apparaîtrait pas puisque cette information n'est pas publique. C'est une information qui fait partie de cette plateforme à laquelle vous avez accès, que nous allons voir dans la deuxième partie de cette formation. Donc la différence avec JCR, Journal Citation Report, cette plateforme n'est pas publique. C'est une plateforme à laquelle vous avez accès à travers de l'abonnement du ministère marocain de Sciences et Technologies. Donc voilà le distinguo entre les deux plateformes et l'information que nous avons ici est complètement différente. Ici, nous avons des indicateurs citationnels. Donc ces deux pages sont donc complémentaires, information publique et information privée sous abonnement pour voir l'influence des revues. Donc on va voir JCR
dans la deuxième partie de cette formation, on va continuer pour l'instant avec Master Journalist, avec cette information qui est publique. Ici, il y a un nouvel indicateur qui lui est public par contre, dont on parlera dans une prochaine formation. Ce rectangle-là est en rapport avec l'accès libre. Puisque j'ai mis le filtre DOAJ, effectivement, donc on voit qu'elle a le sceau, qu'elle fait partie de cette base de données. Et on voit un petit peu sa politique. Donc comme c'est une revue en accès libre, en général, dans ce cas-là, il faut que les auteurs payent pour pouvoir publier et on voit combien ça coûte de payer. Donc les auteurs, plutôt l'institution à laquelle ils appartiennent. Et ensuite, la lecture est libre. Donc c'est l'inverse en fait. Certaines revues, on publie gratuitement et c'est payant pour le lecteur. Et pour les revues d'accès libre, c'est l'inverse. On paye pour publier et ensuite c'est libre lecture pour les utilisateurs. Nous avons Preprint Information et la révision par des pairs qui est très importante pour ces revues. On veut toujours vérifier que l'équipe éditoriale applique des critères éthiques et la revue par des pairs est un des critères éthiques les plus importants, que ce soit revu par des personnes neutres qui, si c'est possible, dans la plupart des cas, vont donner le feu vert pour que ce soit publié parce qu'elles jugent qu'effectivement c'est un nouveau travail de qualité qui mérite d'être publié. Et parfois, elles suggèrent également quelques modifications. Donc voilà un petit peu pour le profil d'une revue dans cette page qui s'appelle Master Journalist, avec de l'information qui est publique et gratuite. Dans certaines occasions, pour ces revues, vous allez voir, alors je vais vous le montrer, c'est juste ici, vous allez voir cette petite icône orange on hold. Ça veut dire que l'équipe éditoriale est en train de réévaluer cette revue, puisqu'en fait notre équipe ne fait pas uniquement une sélection initiale pour entrer dans Web of Science, et avec fréquence, on va dire, elle suit et elle réévalue chaque revue pour vérifier qu'elle puisse continuer à faire partie de Web of Science. Donc quand nous avons des doutes à ce sujet-là, donc nous mettons cette petite étiquette, cette icône en disant attention, nous avons quelques soucis avec cette revue et nous sommes à l'heure actuelle en train de la réévaluer. Donc attention, peut-être qu'elle peut, si les nouvelles sont bonnes, rester dans Web of Science. Si les nouvelles sont mauvaises, elle peut disparaître de Web of Science puisque c'est une collection dynamique Web of Science. Les revues rentrent, mais elles peuvent également en sortir. Donc si vous voyez ce petit indice-là, rappelez-vous, et puis de toute façon, si vous cliquez sur le i, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais de temps en temps, peut-être que vous allez le voir, que vous sachiez à quoi ça correspond. Et maintenant, je reviens à Master Journalist pour voir la dernière partie qu'on n'a pas encore vue, qui est Match Manuscript. Match Manuscript est un outil qui me permet de éventuellement trouver une revue qui correspond au manuscrit que j'ai écrit. Donc vous voyez ici comment ça marche. Si j'ai préparé un manuscrit, je vais copier le titre et copier mon résumé. Et à partir de là, il y a un algorithme qui va travailler, qui va analyser les mots du titre et du résumé et va comparer avec le contenu des différentes revues qui sont dans Web of Science et me dire, regarde, je te propose ces revues. Alors moi, je n'ai pas de manuscrit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la notice d'un travail déjà publié et je vais copier le titre. Alors je vais copier le titre, voilà. Je vais m'en inspirer, je vais l'utiliser comme exemple. Donc je vais copier le titre ici. Et alors cette page-là, elle est à la fin, ouverte. Et je vais copier le résumé. Voilà, on va imaginer que c'est mon manuscrit. Je n'en ai aucun. Voilà, je copie. Donc jusqu'à 100 mots on peut mettre. Et là, on nous précise au moins 10 mots. Et là, je clique Find Journals. Alors, que fait cet algorithme? Il est en train d'analyser les mots qu'il trouve ici.
Et donc il les a analysés, il me dit, bah voilà, les mots que j'ai trouvés sont ceux-ci, et ces mots-là, je les ai trouvés dans 44 revues, 44 revues qui sont organisées par Match Score. Et s'expliquer aussi Match Score. Donc, ce sont les mots qu'il a trouvés dans le contenu de ces revues. Quand je parle de contenu, je parle d'articles de synthèse, etc. Donc là, on voit la première, 0,99. Donc, il a trouvé tous ces mots-là dans les articles de cette revue-là, Environmental Pollution. Et le suivant est également un 0,99. Et on en a un troisième. Et voyons voir. Voilà, on en a trois. Alors, on en a trois avec 0,99, avec tous ces mots-là. Et ensuite, le match call commence à descendre. 0,54 pour Chemosphere, 0,51 pour cette revue-là. Donc, ça peut vous donner des idées de revues dans lesquelles publier. Donc, vous pouvez éventuellement commencer par ceci, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut étudier plus précisément cette revue, notamment voir son influence, qui publie dans cette revue, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans l'autre plateforme qui est JCR. Donc là, je rouvre un profil où on voit à nouveau de l'information publique et gratuite, mais de l'information utile. Et pour compléter ma vision de cette revue et voir son influence dans le monde de la publication académique, j'irai ensuite à Journal Citation Report pour voir son profil dans cette autre plateforme. Donc voilà pour les deux premiers chapitres qu'on a vu. Donc on a vu également Downloads. Donc on a vu la sélection du processus de notre équipe éditoriale. Donc sélection très importante qui est faite au début. Donc, et ensuite une réévaluation constante pour nous assurer que le contenu que nous avons dans la Core Collection est toujours un contenu de qualité et avec une certaine influence. Donc, et réévaluation constante. Et ce portail gratuit, Master Journalist, où on a cette information qu'on a vue, donc portail qui est ouvert à tous. Nous arrivons maintenant au troisième chapitre, donc qui est Journal Citation Report, qui est cet outil pour lequel vous avez un abonnement et qui vous permet de compléter cette vision, cette perspective sur chacune des revues. Alors voyons, cette troisième partie. Et d'abord, qu'est-ce que JCR, on l'appelle très souvent, Journal Citation Report, et à quoi ça sert? Alors, il y a beaucoup de revues, de plus en plus de revues pour publier. Et ce qu'un chercheur veut, c'est choisir la bonne revue, une revue qui remplit des critères éthiques et une revue qui est en adéquation avec son projet de recherche. D'un autre côté, on a les bibliothèques qui veulent également être sûres qu'elles ont le contenu nécessaire pour que leurs chercheurs, leurs étudiants puissent lire, qui peut leur permettre de mener leur projet à bien. Donc, ils doivent également sélectionner les revues pour un abonnement. Et au niveau international, on a ce grand mouvement qui prend de l'ampleur, d'avoir de plus en plus de revues en accès libre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est libre, la lecture est libre pour les utilisateurs et ce sont les auteurs, les institutions qui doivent payer pour publier. Donc pour s'orienter un petit peu dans cet écosystème de publication, il nous faut des outils, il nous faut des plateformes et de l'information. Et dans JCR, Journal Citation Report, nous avons les revues de Web of Science qui ont été sélectionnées. Donc à nouveau, on revient sur la sélection, sur le contrôle de qualité qui a lieu constamment. Donc c'est pas uniquement une sélection à l'entrée, c'est également toute leur vie dans Web of Science, il y a des contrôles de qualité. Et dans
les pages de JCR, dans les profils de ces revues, vous allez voir des indicateurs totalement différents. Donc, et les calculs de ces indicateurs, la méthodologie, elle est totalement transparente. Notamment des indicateurs d'accès libre, mais surtout des indicateurs citationnels. Combien de revues y a-t-il dans la dernière édition de JCR? Donc, tous les mois de juin, fin juin, nous avons une nouvelle édition. Nous sommes en 2022, donc nous avons eu fin juin l'édition JCR qui a été publiée, et l'édition JCR de 2022 publie les indicateurs de l'année antérieure, de 2021. Donc ne vous confondez pas d'une année sur l'autre. Là, on est en 2022 et on vient d'avoir les indicateurs de 2021 puisqu'on a besoin de toutes les données de l'année 2021 pour pouvoir les calculer. Et vous voyez ici le nombre total de revues, plus de 21 000 revues, dont 5 000 qui sont en accès libre. Elles proviennent d'énormément de pays et elles sont organisées dans différentes catégories. Vous voyez ici qu'on a beaucoup plus effectivement de revues de sciences que de revues d'art et humanité. Ça a toujours été comme ça. Il y a en général plus de chercheurs et plus de revues dans ces disciplines. Et vous voyez ici, comme JCR est vivant, comme Web of Science, nous avons 192 revues qui obtiennent un facteur d'impact pour la première fois. Toutes les revues n'ont pas un facteur d'impact, uniquement celles de sciences et de sciences sociales, et celles-ci étaient dans l'indice Emerging Sources Citation Index, et grâce à la visibilité qu'elles ont obtenue, elles ont pu monter dans un des indices primaires. Donc ça, c'est la belle histoire des revues qui gagnent en influence et qui peuvent rentrer dans un des deux indices primaires et avoir un facteur d'impact, mais on a également des revues qui descendent. Et dans ce cas-là, ce sont des revues qui ont perdu leur facteur d'impact. En général, c'est dû à l'évaluation, le contrôle de qualité, et en général à des comportements citationnels qui sortent un petit peu de ce qui est, on va dire, générique ou habituel. Donc, comment savoir les trois qui n'y sont plus? Eh bien, une fois que je rentre dans JCR, alors maintenant je vais passer, je vais vous montrer en fait l'accès à JCR. Je vais revenir à ma présentation. Donc l'accès à JCR, c'est à travers de cette page-là. Donc pour y accéder, il faut que vous soyez soit dans les murs de votre institution, soit vous connectez à travers votre institution, vous identifiez pour y avoir accès, puisque cette page-là n'est pas publique, c'est une page privée. Et je vais vous montrer, donc moi j'ai mon accès à moi, je l'avais déjà ouverte ce matin, voilà. Donc c'est ce qu'on voit quand on rentre dans JCR, et normalement vous avez ici un petit point d'interrogation, moi il ne m'apparaît pas aujourd'hui, comme dans Web of Science de couleur violette, où il y a différents liens pour la formation, pour le help. Alors moi comme j'ai ce petit souci aujourd'hui, ce que j'ai fait c'est que je l'ai ouvert quelque part par ici. Alors sinon je vais l'ouvrir, je vais le rouvrir, help. Il me semblait l'avoir déjà ouvert. Ah, ça y est, il me semblait, voilà. Donc quand vous allez dans l'aide en ligne, vous tombez sur cette page avec l'aide en ligne et vous avez le menu sur la gauche. C'est comme pour Web of Science, sauf que cette fois-ci, c'est pour cet outil-là, Journal Citation Reports. Et dans cette liste, vous avez ici une section qui s'appelle Title Suppression. Donc, je vous disais, cette information est transparente. Nous voyons, pour la dernière édition de juin 2022, avec les données de 2021, 3 revues qui ont perdu leur facteur d'impact. Donc, suppression, ça veut dire on supprime le facteur d'impact, mais la revue reste dans JCR. Donc, attention également à cette terminologie qui peut parfois confondre les personnes. Donc on voit leur titre et pourquoi. Donc self, ça veut dire self-citation. Et des fois c'est stackings. Donc on voit ici en bas plus précisément en comparant ces revues à des revues dans le même domaine de recherche, on analyse les autocitations en fait, et quand il y en a beaucoup, surtout là on voit des chiffres qui sont autour de 50%, c'est des choses qui sont pas normales du tout en fait, qui sont
qui vont complètement changer les données, surtout quand ça apparaît dans une fenêtre des 2 années de JCR. Donc quand on observe ça, c'est évident qu'il y a ici des mauvaises pratiques pour ces revues-là, et donc elles ont perdu leur facteur d'impact. Et on a ici warnings. Il y en a d'autres qu'on est en train de voir de près, parce qu'on est en train aussi, notre équipe éditoriale est en train de voir des modèles citationnels qui sont très différents de ce qu'on pourrait attendre pour des revues de ce type-là. Donc on commence par un avertissement, et après, si elles le perdent, eh bien, plus de facteur d'impact, mais toujours un profil dans JCR. Si vous voulez voir pour les années antérieures, vous avez ici les années antérieures, les revues qui perdent. Il y en a très peu, hein. Il y en a beaucoup plus qui rentrent, et il y en a très peu qui sortent, heureusement. Et là, quelle est notre politique, on va dire, par rapport à la suppression. Donc, prenons cet exemple. Connection Science. Comment apparaît cette revue qui n'a plus de facteur d'impact dans JCR? Je vais la chercher rapidement. Connection Science. Donc, je vais dans la recherche rapide. Je peux chercher beaucoup de choses dans la recherche rapide. Connection Science. Voilà. Et donc en cliquant sur le titre, j'atterris sur son profil. Donc la dernière édition 2021. Journal Performance. Et on n'a pas de GIF, Journal Impact Factor, et on a un petit message qui nous indique que le pourquoi. Il n'y a pas de facteur d'impact. Donc il nous manque de l'information. Et ici, dans ce petit carré, on nous explique cette revue n'a plus de facteur d'impact. Mais l'année antérieure, si j'ai bien compris, l'année antérieure, elle en avait toujours un. Donc si je regarde les données de 2020, à ce moment-là, oui, elle avait encore un facteur d'impact et elle avait un profil normal qu'on va voir maintenant pour une autre revue. Donc voilà comment ça marche. Je reviens à ma page initiale parce que maintenant on va voir comment chercher des revues. Donc vous pouvez utiliser la requête rapide ici, qui cherche pas uniquement des revues, qui cherche également des catégories, des éditeurs. Donc c'est une requête rapide qui peut être utilisée, ou vous pouvez aller dans cette section Journals, qui est la même chose que ce qu'on voit ici, Journals. Okay, donc quand on arrive ici, on arrive sur une liste de revues, toutes les revues du JCR, plus de 21 000. Elles sont organisées par 7 colonnes, GIF, Journal, Impact, Factor. Je vais d'ailleurs mettre les indicateurs par défaut qui sont ceux que vous verrez normalement la première fois que vous rentrez. Donc Journal, Impact, Factor, c'est organisé par cette colonne, mais vous pouvez changer par une autre colonne, c'est à vous de décider. Donc je vois les 21 000, mais bon, c'est pas les 21 000 qui m'intéressent. Ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à appliquer des filtres. Ou bien, oui, je vais commencer à appliquer des filtres. Les filtres sont sur la gauche. Voilà. Et là, on commence à voir quelque chose qui peut peut-être attirer notre attention. Comment se fait-il que là, on me dit que j'ai 21 428 revues et là, j'en ai 27 000? Alors en fait, 21 000, ce sont celles qui ont un profil maintenant en 2022, mais il y a des revues qui sont rentrées, qui sont sorties, et les données restent ici puisque les utilisateurs continuent à en avoir besoin et continuent à avoir besoin des données du passé. Elles sont en ligne depuis 1997. Donc quand ces revues ont fait partie de Web of Science, elles ont encore leur profil dans des années antérieures, ce qui explique qu'on ait un chiffre supérieur ici. Toujours est-il que en 2022, nous n'avons que 21 428 revues qui ont un profil. Les autres ont disparu. Alors, je peux commencer à appliquer quelques filtres. Voyons voir par exemple, et ben on va sélectionner une catégorie et on va continuer sur la thématique des océans par exemple. Ah ben j'ai deux catégories, une qui s'appelle Océanographie et l'autre Engineering Ocean. Et ben on va sélectionner toutes les deux. Apply. Donc je descends à 81 revues. Je vais appliquer un autre filtre, par exemple une revue en accès libre qui fait partie du directoire DOAJ, Apply, et il me reste 13 revues,
Et maintenant, on va en utiliser un dernier. J'aimerais des revues dans le premier et le deuxième quartile du Journal Impact Factor. Donc avec une belle influence. Donc vous voyez ici les différents filtres que j'ai appliqués et il m'en reste 5. Il me reste 5 revues et pour ces 5 revues, j'ai ici des indicateurs par défaut, mais il y en a beaucoup plus. Alors on va les voir tous. Si vous voulez voir les indicateurs sources, donc source d'information, donc là, combien il y a de citable items dans chacune donc d'articles et d'articles de synthèse dans chacune de ces revues, le total, donc il y a une petite différence ici, et pourcentage d'articles en accès libre, tiens, c'est pas du 100%, mais presque. Vous avez ensuite les indicateurs d'impact, donc là, Journal Impact Factor, c'est un indicateur d'impact. Le ranking de la revue dans sa catégorie, c'en est un autre. Le GIF sans autocitation, c'est également un facteur d'impact. Donc vous avez ceci. Et ces indicateurs-là, le facteur d'impact n'est pas un indicateur normalisé. Nous avons également des indicateurs normalisés, le JCI, ce nouvel indicateur qui a maintenant une année, Journal Citation Indicator, et un indicateur normalisé, le Eigenfactor également, un indicateur normalisé, et les percentiles et les quartiles sont également des indicateurs normalisés, et je crois que j'en ai un autre qui est un petit peu caché ici, on va voir si j'arrive à aller, ouais, ah c'est un autre quartile qui est ici, ok. Donc ça c'est pour les différents indicateurs auxquels vous avez accès. Au départ, vous ne voyez que ceci. Et quand vous êtes logué avec votre compte Web of Science JCR Master Journalist, c'est un compte commun. Donc, je me suis identifié également. Vous pouvez choisir les indicateurs que vous préférez. Donc, vous voyez ici, moi j'ai choisi ceux que je préférais. Je les ai gardés, je leur ai donné un nom, Anne, mon nom. Je ne suis pas Brian Costello, je suis Anne Delgado. Et en fait, quand je suis rentrée, je voyais mes indicateurs à moi, mes indicateurs, mes préférences. Ce sont ceux que je préfère voir. Donc voilà comment vous pouvez commencer à comparer des revues rapidement. Il y a d'autres manières, on le verra dans une formation plus avancée, comment comparer ces revues. Toujours est-il que je voulais que vous voyiez un petit peu cette table. Si vous voulez exporter, vous pouvez également exporter ce tableau en format Excel ou en format CSV. Le maximum d'exportation, c'est 600 revues. 600 revues, ça correspond à la catégorie la plus grande de JCR. Pour des exportations plus en masse professionnelle, il faut une API qui nécessite un abonnement supplémentaire. Donc, c'est un petit peu différent. Et là, je vois quelque chose de nouveau qui est Copy Query Link. Donc, apparemment, vous pouvez envoyer ce lien à quelqu'un pour qu'il voit ce même nombre de revues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à cette page-là, je vais le copier, CTRL V, et on va voir si ça marche. Eh bien oui, ça marche. Donc vous pouvez également copier ce lien et envoyer cette liste à quelqu'un qui a accès à JCR pour qu'il voit les revues qui vous ont intéressé en fonction du thème qui vous intéresse. Donc, et des filtres que vous avez appliqués et autres. Donc, on va rester sur cette page-là maintenant. Vous avez vu, il y a ici en haut aussi une requête rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à apprendre à lire le profil d'une revue. Donc, je vais ouvrir, par exemple, une de celles-ci. Je vais ouvrir celle-ci parce qu'en fait, c'est intéressant. Elle appartient à plus d'une catégorie et donc elle va être très utile pour les exemples que je veux faire. Donc, je clique sur son titre. Et une page nouvelle va s'ouvrir avec le profil de cette revue dans Journal Citation Report et j'ai le profil le plus récent de 2021, mais vous voyez que j'ai accès à toutes les années. Alors si je clique sur All Years, alors toutes les années, donc j'ai le tableau. Ah, elle n'était pas présente avant 2018, ok. Sachez que pour les revues plus anciennes, la première année de JCR en format en ligne, c'était 1997. Et avant, depuis 1975, c'était en papier. Donc, mais en ligne, nous n'avons que ces données-là si vous voulez revenir en arrière.
Donc on commence par le profil, on a le nom de la revue, ses ISSN, l'abréviation de la revue, et là on commence à avoir de l'information en relation avec Web of Science. Cette revue fait partie de l'indice de revues de sciences et elle appartient à 3 catégories différentes. Les catégories, je ne les ai pas encore expliquées, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est très important les catégories. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite on revient sur de l'information en relation avec l'éditeur MDPI en Suisse. Donc ça c'est pour le début de la page et ensuite on commence à voir les indicateurs de performance dont l'indicateur le plus utilisé, le facteur d'impact, Journal Impact Factor, GIF en fait, ça s'appelle. On voit ici le chiffre de la dernière année et si on clique ici, on voit comment c'est calculé. Et je vais y revenir également, on va voir en détail comment c'est calculé. Prendre un screenshot d'ici. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas uniquement de voir le facteur d'impact de l'année 2021 que je vais utiliser pour, si on me demande le facteur d'impact de la revue l'année où j'ai publié, si c'était en 2021, c'est le chiffre que je choisirais. Là, dans cette image, qui est très utile, on voit l'évolution de la revue au cours des dernières années. Et là, ça se confirme, en 2017, elle n'était pas dans JCR et dans Web of Science, ça a commencé en 2018. Et les petites colonnes qu'on voit ici, c'est le facteur d'impact. Donc on a l'échelle ici, l'axe qui est du côté gauche. Donc on voit que le facteur d'impact, il passe de 1,7, 2, 2,4 et 2,7. Vous voyez que le schéma est interactif. Et pour des revues plus vieilles, vous devriez voir, si on le voit ici, View All Years aussi. Donc là, toutes les années, ça commence en 2018. Là, ça vous permet de voir depuis 1987 en fait. Et vous avez un zoom ici que vous pouvez utiliser. Donc pour celle-ci, elle est plus récente. Donc on voit rien de plus ancien. Mais sachez que ça existe. Pour des années plus anciennes, vous pouvez voir ici dans le graphique comment ça a évolué. Donc on voit que le facteur d'impact, les colonnes, ici, elles ont augmenté. Et ces lignes-là, qu'est-ce que c'est? Ces lignes-là, ce sont les percentiles. Ça, c'est un indicateur normalisé, le percentile. Et dans chacune des catégories, c'est pour ça qu'il y a 3 couleurs, Océanographie, Engineering and Engineering Ocean. Donc depuis 1918, elle fait partie de la catégorie, donc c'est du bleu, c'est la catégorie Océanographie. Et plus récemment, en 2020, elle est rentrée dans 2 catégories différentes. Orange, c'est Engineering Marine et Engineering Ocean. Et on voit ici que le percentile a augmenté pour l'une et stagne pour l'autre. Et ça, je vais y revenir aussi, qu'est-ce que c'est qu'un percentile et comment l'interpréter. Donc pour le percentile, l'échelle, elle est du côté droit. Et on va de 0 à 100%. Donc les années, le facteur d'impact avec les colonnes, vous voyez, quand je mets ma souris, c'est interactif. Et le percentile du côté droit. D'ailleurs, si pour vous, c'est trop d'informations, ce qu'on va dire, c'est qu'on va enlever tous les percentiles et on va garder que les facteurs d'impact. C'est possible, c'est beaucoup plus lisible comme ça, uniquement avec les facteurs d'impact. Ou bien, je mets l'évolution des percentiles et j'enlève le facteur d'impact. Ou bien, j'en garde que, je vais garder que océanographie aussi. Voyez. Donc, je peux choisir ce que je vais voir dans le graphe avant, par exemple, de l'exporter comme une image à introduire dans un document. Ok. Donc ça, c'est pour le début de l'explication du facteur d'impact. Alors maintenant, revenons sur le calcul de ce facteur d'impact, calcul qui est ici. Et on va le voir plus précisément dans ma présentation. Alors j'avance un petit peu dans ma présentation. Donc on commence déjà la 4e partie, même si on n'a pas encore tout vu. Voilà. Alors le facteur d'impact. Donc imaginons, donc là c'est une autre revue. Quand on clique sur View Calculation, on voit comment ça se calcule. On a besoin de 3 années de données. Et le facteur d'impact, c'est uniquement pour les revues
des indices de sciences et de sciences sociales. Donc 3 années de données. C'est le facteur impact de l'année 2021. Donc en fait, on regarde les citations reçues par les documents publiés dans cette revue, tous les documents publiés dans cette revue, et les citations reçues dans l'année 2021. Et quand je dis tous les documents, en fait, c'est pas vraiment tous les documents. On regarde les citations et ensuite on divise par les citations reçues par les documents des 2 années antérieures, 2019 et 2020. Donc citations reçues par documents de 2019 et 2020. Et en fait, si on essaye un petit peu de résumer, qu'est-ce que ça veut dire un facteur d'impact? Eh bien, c'est la moyenne de citations reçues par un article ou un article de synthèse publié dans l'année antérieure ou les 2 années antérieures dans cette revue. C'est un petit peu comme ça qu'on va l'interpréter puisqu'on divise citation par document. Donc c'est ce qu'on appelle citations et citable items. Des documents citables, enfin c'est qui rentrent dans le calcul du Journal Impact Factor. Donc on y revient encore une deuxième fois parce que c'est pas simple ce calcul et il est important que vous le compreniez. Donc citation reçue en 2021 par des items, des documents publiés en 2019 et 2020. Donc on voit 674 citations et 550 citations pour les articles publiés en 2019 et en 2020. Total 1224. C'est là qu'on dit que c'est totalement transparent l'information et les calculs que nous faisons. Et ensuite, on divise ce chiffre, les citations, par ce qu'on appelle nos citable items. Et dans ce cas-là, ce ne sont que 2 types de documents. Ce sont uniquement les articles et les articles de synthèse. En anglais, articles and reviews. 2 types de documents. Et on appelle ça numérateur divisé par dénominateur. Donc on voit, il y a 188 articles et articles de synthèse en 2019 et 178 en 2020. Donc ça fait cette division égale à 33.44. Donc voilà comment ça se calcule. C'est une moyenne. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est une moyenne, c'est un chiffre qui applique à toute la revue. Ça ne veut pas dire que chaque document aura 3,3 citations. Non, c'est uniquement une moyenne pour tous ces documents. Et donc, pourquoi 2 années? En fait, parce que ça a été déterminé comme ça à la création du facteur d'impact. Avant même 1975, il existait déjà, il a été rendu public pour la première fois en 1975. Cet indicateur, ce facteur d'impact a été créé par Eugene Garfield, cet inventeur américain qui a créé Web of Science. Et dès le départ, Eugene Garfield avait décidé que dans sa plateforme, qui ne s'appelait pas Web of Science à l'époque, qui était uniquement un indice de revue scientifique, aurait des critères de sélection. Et le facteur d'impact était un de ces critères de sélection. Et à ce moment-là, nous ne parlions que de revues de sciences. Et c'est pour ça qu'il a inventé, c'est comme ça qu'il a inventé cet indicateur, ce critère de sélection. À l'époque, ce n'était qu'un critère de sélection pour lui, pour l'équipe éditoriale de l'entreprise, pour décider quelle revue allait faire partie de cet indice de science. Et beaucoup de personnes s'y sont intéressées et ont commencé à lui demander de le rendre public, de le commercialiser. C'est comme ça que ça a commencé en 1975. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il est utilisé pas toujours d'une bonne manière. Il est utilisé pour comparer des articles des chercheurs et malheureusement, ce ne sont pas des bonnes pratiques, puisque cet indicateur n'applique qu'à une revue. Il ne va rien me dire par rapport à un article ou un autre. Et ça, on va le voir en revenant au profil. On va le voir dans une image qui est très pratique, qui est celle-ci, la distribution des citations. Donc le facteur d'impact pour ces revues, je crois qu'il était aux alentours de 3 ou de 4, je me souviens plus. Non, 2.7, ok. Donc 2.7, c'est une moyenne de tout ce qu'on voit ici. Et ce profil, il est assez typique, c'est-à-dire que nous voyons beaucoup de documents qui n'ont reçu aucune citation ou une citation ou très peu, et nous voyons très peu de documents qui ont reçu beaucoup de citations.
Donc c'est comme ça, c'est toujours comme ça pour toutes les revues. Donc c'est cette enfin pas vraiment une gaussienne, c'est plutôt ici cette image mathématique, on voit que ça descend. Euh, donc rappelez-vous, le facteur d'impact, c'est une moyenne de tout ce qu'on voit tout ce qu'on voit ici. Donc en fait, dans cette revue, il y a des documents, beaucoup de documents qui n'ont aucune citation. Donc ils sont ici dans cette colonne. Il y en a 351, 300, non, il y en a plus. Voilà, 330 qui ont une citation et il y en a une revue qui a 30 citations, une autre revue qui a plus de 50 citations. Ici, qu'est-ce qu'on a? Deux articles et quatre revues qui ont 17 citations. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, c'est la moyenne de tout ça. Et les lignes qu'on voit, c'est les médianes en fait. Médiane pour les reviews, les articles de synthèse. En général, les reviews, les articles de synthèse ont plus de citations. Donc on est à 4. Et la médiane pour les articles, elle est à 2, elle est un petit peu au-dessous. Donc là, en fait, ça montre bien que ce chiffre-là de 2,7, c'est une moyenne de tout ça. Il y aura, je peux avoir publié dans cette revue un article avec beaucoup de citations ou un article avec aucune citation. Ça ne me dit rien sur l'article, c'est uniquement pour la revue. Nous avons également alors un chiffre supplémentaire, peut-être que vous l'avez vu, Unlinked Citations. Alors, notre équipe de JCR, ce qu'elle fait, c'est qu'il regarde toutes les citations reçues par cette revue dans l'année 2021. Parfois, on arrive à les relier à des documents spécifiques, donc ça apparaît dans ici c'est ce graphique, et parfois on n'arrive pas à les relier à un document. On les comptabilise tout de même dans le calcul de JCR, ce ne sont pas des citations perdues, mais elles ne sont pas liées à un document spécifique parce qu'on n'a pas réussi à l'identifier, mais on est sûr, au moins on est sûr que c'est pour cette revue et pour l'année 2021. Donc c'est pour ça que pour les bonnes pratiques, le Journal Impact Factor ne peut pas être utilisé pour comparer des documents, des articles ou autres. Ce n'est pas un indicateur qui convient, uniquement pour des revues et des revues de la même discipline, parce que d'une discipline à l'autre, les facteurs d'impact varient énormément. C'est ce qu'on va voir juste après. On ne peut pas utiliser non plus le facteur d'impact pour comparer des revues très différentes. Ça n'a aucun sens puisque les comportements citationnels sont très variables d'un domaine de recherche à l'autre. Alors maintenant, pour voir des indicateurs normalisés, on va parler des catégories. Qu'est-ce qu'une catégorie? Pour l'instant, je ne l'ai pas expliqué, donc je vais le faire maintenant puisque c'est important pour la suite. Lorsque une revue est sélectionnée pour faire partie du Web of Science, on lui attribue elle est organisée dans au moins une catégorie qui va rentrer dans un des indices. Ces catégories, dans la Core Collection, elles sont au nombre de 254 aujourd'hui. Ça, c'est le début de la liste. C'est un lien. Dans ma présentation, il y a un lien. Je vais ouvrir cette page puisque vous aurez ce lien dans ma présentation. Et vous voyez les noms de ces catégories. Ce sont des noms de domaines de recherche en fait. Donc 254 catégories, vous voyez un petit peu organisées de cette manière. Donc il y a de tout, il y a même de l'histoire, il y a même des sciences, il y a des sciences sociales. Et on en a une à la lettre M quelque part. Voilà, c'est l'exception. Celle-ci multidisciplinaire en fait. Il y a des revues multidisciplinaires qu'on ne peut mettre dans aucune de ces catégories. Aujourd'hui, elles sont au nombre d'à peu près 60 revues. Des revues comme Nature, des revues comme Science, comme PLOS ONE. Donc ces revues, on va les mettre dans cette catégorie multidisciplinaire. Et les autres, qui ne sont pas multidisciplinaires, elles font faire partie d'au moins une catégorie. C'est le cas pour 60% des revues, des 21 000. Et d'autres, on a les autres 40% qui peuvent faire partie de plus d'une catégorie. Ok ? Donc voilà pour les catégories. Une revue fait partie d'au moins une catégorie et parfois de plus d'une catégorie. Et c'est à partir de ces catégories que nous allons calculer des indicateurs normalisés qui vont permettre de comparer des revues.
Alors, continuons pour les calculs. Je vous disais, et cette information vous pouvez la voir dans Journal Citation Report, que en fonction d'une discipline, et là on va regarder les catégories, le facteur d'impact varie énormément. Regardons dans ce tableau, nous avons ici quelques catégories que j'ai pris, donc j'ai pris cette information de Journal Citation Report, j'ai comparé des catégories. Donc on va regarder par exemple deux catégories dans l'indice de sciences, mathématiques et biochimie. On voit qu'elles ont des nombres similaires de revues dans chacune de ces catégories. Citable items, bien, celle-ci publie beaucoup plus, le double. Et quand on regarde les citations, c'est bien plus que le double. Vous voyez ici, si on fait le ratio, ici on a le double de documents publiés, mais on a presque 10 fois plus de citations. Et donc, les facteurs d'impact, quand on fait la moyenne, là c'est le médian, c'est pas la moyenne, on voit qu'ils sont très différents. Le médian pour ces 330 revues et le facteur d'impact médian pour ces 298. Vous avez vu, on passe de 1 à presque 4. Et ça arrive tout le temps en fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas utiliser un facteur d'impact pour comparer des revues parce que si elles n'ont rien à voir, ça ne va rien me dire du tout. Pourquoi est-ce que les mathématiques ont un facteur d'impact plus ancien? Parce que les mathématiques ont une évolution plus lente, il y a toujours une explication, une évolution plus lente, et les auteurs peuvent citer des documents en dehors des 2 années antérieures. Ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 30 ans. C'est comme ça que fonctionnent les mathématiques. Et pour la biochimie, et pour la chimie et la biologie, ça évolue beaucoup plus rapidement. Et donc, au bout de 5 ans, les connaissances qu'on avait sont complètement caduques. Ça va très très vite. Et donc, on cite généralement des documents beaucoup plus récents. Et ces documents beaucoup plus récents rentrent dans la fenêtre de calcul du facteur d'impact. Et c'est 3 années, l'année courante et les 2 années antérieures, et c'est pour ça que le facteur d'impact est beaucoup plus élevé. Donc, je vous montre ce tableau pour que vous rappeliez, très important, que le facteur d'impact n'est pas un indicateur normalisé et que par conséquent, il ne peut pas être utilisé pour comparer des revues, surtout des revues qui sont dans des disciplines très différentes. Alors, si on ne peut pas utiliser le facteur d'impact, comment on fait ? Eh bien, on va utiliser des indicateurs normalisés qui sont également à votre disposition dans Journal Citation Report. Et nous allons, qu'est-ce que c'est la normalisation? La normalisation consiste à comparer des choses qui sont semblables. Par exemple, des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer des revues qui sont dans la même discipline. On va comparer leurs facteurs d'impact dans la même année. Et quand on veut comparer des documents, on va comparer des documents qui sont publiés, qui ont la même typologie, qui sont publiés la même année et dans le même domaine de recherche, sinon nous ne pourrons pas les comparer. Donc, tout ça, l'image que je montre ici, quand on me dit un chiffre, imaginons un facteur d'impact. Allez, on imagine. Un facteur d'impact 20, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Eh bien, ça dépend, c'est quoi l'échelle? C'est quoi le contexte, en fait? Il faut vraiment prendre en compte le contexte. Si on sait que le maximum, c'est 25, eh bien, à ce moment-là, on pourra dire « Ah, c'est un bon chiffre ». Mais si on sait que le maximum, c'est 1000, à ce moment-là, 20, ce ne sera pas un bon chiffre. Donc, il faut toujours regarder le contexte avant de commencer à faire des comparaisons. Et nous, ce qu'on utilise comme contexte, c'est les catégories de revues, puisqu'on les a organisées, ces revues, par domaine scientifique, par discipline. Et on calcule, pour chacune de ces revues, on calcule un percentile. Percentile, c'est un indicateur normalisé, et c'est un indicateur normalisé qui va de 0 à 100. Donc là, on voit pour une même catégorie, on voit le haut de la liste des revues qui appartiennent à cette catégorie. Et elles ont, donc la première, c'est celle qui a le percentile le plus élevé. Et je vous rappelle où est-ce qu'on voit le percentile. Je reviens ici au profil d'une revue. On était par ici, il me semble. Non, c'était pas celle-ci.
Je vais le rouvrir, c'est pas grave. On était en train de regarder ce profil. Voilà. Donc là, on a, je vous disais, le percentile est également dans cette image. Donc il réapparaît. Facteur d'impact, le percentile, ce sont les lignes. Donc je vous disais, c'est entre 0 et 100. Ok? Entre 0 et 100, plus on est élevé, mieux c'est en fait. Et donc là, je reviens à ma présentation. Donc vous voyez les valeurs ici. Donc là, on voit le ranking des catégories. Donc là, c'est celle qui a le percentile le plus élevé dans cette catégorie. C'est celle qui aura le facteur d'impact le plus élevé et également le percentile le plus élevé. Et ensuite, ça descend. Ça descend petit à petit. Donc là, c'est un 19, mais ça pourrait être un 20 dans une autre catégorie. Ça pourrait être un 5, ça pourrait être un 3. On ne sait jamais quel va être le facteur d'impact le plus élevé dans une catégorie. Par contre, ici, c'est toujours la même chose. Le plus haut, ce sera aux alentours de 99-100 et le plus bas, ce sera aux alentours de 0. Donc ça, c'est normalisé et ça, on peut l'utiliser. Et le deuxième indicateur, c'est le quartile. Alors, comment est-ce qu'on calcule le quartile? Alors, le quartile, le calcul est différent du percentile. Je vous le mets, oups, je ne l'ai pas mis ici j'ai oublié. Il faudra que je rajoute. Il y a une slide qui a disparu, il faudra que je la rajoute. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement, mais je me rends compte que j'ai, par inadvertance, éliminé l'explication. Alors, le quartile, comment on le calcule? Imaginons que nous avons dans une catégorie 100 revues. On va diviser ces catégories en 4 paquets identiques dans 4 quartiles. On va les diviser. Alors, si on a 100, c'est facile, ça fait 25. 25 dans le quartile 1, 25 dans le quartile 2, etc. Et ces quartiles, c'est en fonction du classement de ces revues dans chacune des catégories. Donc, les 25 revues qui ont le facteur d'impact le plus élevé et donc le percentile le plus élevé seront considérées dans le quartile 1. Et c'est là ce qu'on voit, on voit le haut de la liste. Et les 25 revues suivantes seront considérées dans le quartile 2. Alors on va regarder, on va revenir par exemple à la liste de JCR et on va regarder pour Connection Sciences ici. Alors je vais prendre, on va prendre uniquement océanographie comme catégorie. Et on va regarder ici, j'ai dit OAJ. Je vais éliminer en fait. Je vais éliminer ici cet indicateur. Voilà. Donc, ici, on voit, donc dans océanographie, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Dans océanographie, il y a 68 journaux. Ils sont classés ici par Journal Impact Factor. Et on voit le GIF percentile, vous voyez, qui descend petit à petit. Donc c'est ce que je vous montrais dans le tableau. GIF percentile descendent. Et maintenant, je divise ce chiffre par 4. Des fois, c'est pas totalement rond. On voit d'ailleurs que là, le haut du tableau, elles sont dans le quartile 1 et au bout d'un moment, on va les voir apparaître. Voilà, c'est à partir d'ici que commence le quartile 2 avec ce facteur d'impact et ce percentile aux environs de 0,75. Et on peut continuer comme ça et après on arrivera au quartile 3 avec un percentile aux alentours de 50, etc. Donc voilà ce que veut dire un facteur d'impact qui est ce qu'il est. En fait, c'est un calcul mathématique qui peut varier énormément, qui n'est pas comparable d'une revue à l'autre. Ce qui est comparable d'une revue à l'autre, on a deux indicateurs normalisés. Et d'ailleurs, si je me mets ici, vous allez voir Normalized Indicator. On a percentile du Journal Impact Factor, quartile 1, et percentile et quartile, du Journal Impact Factor, à ne pas confondre avec ce deuxième indicateur qu'on ne va pas voir ce mois-ci, qu'on verra lors de la formation avancée, qui est un petit peu différent avec un calcul différent, donc je ne veux pas vous emmêler, je préfère continuer uniquement avec le facteur d'impact, son quartile, et mes indicateurs à moi, voilà, le facteur d'impact, le quartile et le percentile qui est ici. Donc j'espère que c'est clair, c'est pas simple, donc c'est pour ça que je prends du temps pour l'expliquer. Une chose additionnelle également, c'est que
et là on va revenir au profil de cette revue. Une revue, quand elle fait partie de plusieurs catégories, comment ça se passe? Eh bien, elle n'a qu'un seul facteur d'impact. Le calcul, il est unique en fait, hein. Il y a un seul facteur d'impact, mais ce qui peut se passer, c'est que dans chacune de ces catégories, cette revue va avoir un classement différent et peut être donc dans un quartile différent. Et cette information, on va la voir en descendant un petit peu plus bas. Alors je passe le JCI, on le verra dans une autre formation. Voilà, je vais rester sur ce tableau. Ranking by Journal Impact Factor. Classement par Journal Impact Factor. Et là, il y a trois catégories. Donc dans cette catégorie, cette revue est classée quatrième. Quatrième de 16, elle est tout juste dans le premier quartile. Et nous voyons ici son percentile juste au-dessus de 0,75. Cette même revue, si je la compare à un autre groupe de revues, celles qui font partie de la catégorie Ocean and Engineering, bien ici il y en a 16 également, mais à mon avis ce n'est pas les mêmes, et bien dans cette catégorie, cette même revue elle est en position 8. 8 de 16, elle rentre tout juste dans le quartile 2 et elle a un percentile de 0,53. Et dans la catégorie Océanographie, cette même revue est en position 26 de 66. Elle est dans le quartile 2 avec un percentile de 61. Donc ça, ce sont des indicateurs normalisés qui peuvent être utilisés pour comparer des revues. Et on les voit que le quartile, le percentile et le classement va varier d'une catégorie à l'autre parce qu'en fait, cette revue va être comparée à d'autres revues différentes et le groupement de revues, la pile de revues va être différente dans cette catégorie, dans celle-ci et dans celle-ci, 66. Donc là, c'est pas parce qu'il y a un 16 que c'est les mêmes, c'est vraiment un groupement différent, comme on prendrait des dépôts avec des piles de revues différentes. Donc, c'est ce que je voulais que vous reteniez pour, on va dire, cette formation de base sur les revues, avec une insistance particulière sur le facteur d'impact quand vous l'utilisez pour que vous compreniez de quoi il s'agit, comment il est calculé et comment l'utiliser ou ne pas l'utiliser justement et préférer des indicateurs normalisés. Nous concluons cette formation. Alors je vais avancer un petit peu plus. Hop, dans ma présentation. Je vais vous laisser quelques ressources supplémentaires. Voilà, mon resources, voilà. Si vous voulez aller de l'avant avant la prochaine formation avancée. Alors, l'objectif, c'est de vous aider à trouver une revue dans laquelle publier votre recherche. Je vous ai parlé de deux pages différentes, Master Journalist et Journal Citation Report, deux pages complémentaires. Mais toujours est-il que, vous voyez ici, ce qu'on conseille en général, c'est de commencer, surtout si vous êtes débutant, commencer par parler avec des collègues, des mentors, des bibliothécaires pour qu'ils vous indiquent un petit peu les critères qu'on utilise dans votre institution ou dans votre domaine de recherche. Ça, je l'ai sorti d'un article qui était très bien, ça résumait un petit peu dans quel ordre il faut faire les choses. Parler autour de nous, avec des gens qui ont plus d'expérience. Ensuite, il y a des outils qui nous permettent qui nous suggèrent des revues. On a vu Match Manuscript était l'un d'entre eux, mais il y en a d'autres. Match Manuscript qui est cet algorithme qui m'a proposé des revues. À partir de ces propositions, vérifiez qu'aucune d'entre elles n'est une revue qui a des pratiques de prédatrices. Donc faire attention à ce niveau-là. Pour Web of Science, vous avez vu que nous faisons une sélection, donc vous ne les trouverez pas dans Master Journalist. Mais si on vous parle d'autres revues, faites très attention, c'est très dangereux. Et il y a des formations à ce sujet-là, comment les éviter. Et à partir de là, une fois que vous en avez identifié une poignée, commencez à faire des recherches sur ces revues, comment elles publient, quels sont leurs indicateurs d'influence. Et là, on a vu
les pages Master Journalist et JCR qui vous permettent de répondre à ces questions pour avoir une image, une vision complète à 360 degrés de ces revues avant de faire un dernier choix. Alors, EndNote Online, comme je vous commentais au début, j'en ai pas parlé aujourd'hui, j'ai changé d'avis, j'ai préféré le garder pour plus tard. Donc, de toute façon, la formation serait la même que celle que j'ai fait au mois de mai. Si vous voulez aller plus en avant, je vous laisse ici un lien dans ma présentation. Je vais l'ouvrir et je vais même le copier dans le chat. Où vous avez le matériel. Donc, j'ai mis à jour le guide d'utilisation qui est ici, EndNote Online User Guide, qui est assez précis, qui est le même que vous avez vu au mois de mai. Et ici, il y a d'autres matériaux. Ici, celui-là est beaucoup plus succinct et ceux-là sont plus par rapport à EndNote Desktop qui est une version payante alors que EndNote Online est une version gratuite à laquelle vous avez tous accès. Pour les personnes qui sont spécialistes de JCR et qui veulent voir les nouveautés de cet été 2022, vous avez un lien ici à une présentation de notre équipe éditoriale, bien compliquée cette présentation, mais si vous avez besoin, je vous invite à la lire, où il y a plein de choses qui sont détaillées. Ce n'est pas pour des débutants ni pour des chercheurs, c'est plus pour des éditeurs, ce genre de présentation. Et vous avez ici également une annonce de la directrice de l'équipe éditoriale qui est Nandita Quaderi. Et si vous êtes éditeur et que vous voulez promouvoir le fait que votre revue fait partie de JCR, vous avez des liens dans ma présentation également qui vous expliquent comment le promouvoir. Il y a un petit badge que vous pouvez mettre dans votre page web. Donc ça, c'est également pour les éditeurs. Voilà, c'est terminé pour ce module B. Et maintenant, nous avons 30 minutes supplémentaires pour les questions que vous allez pouvoir poser et écrire à partir de maintenant dans le chat.